tous les deux d'être parmi nous aujourd'hui à Autun pour ce débat sur la liberté de conscience. Alors je vous propose de vous donner la parole successivement. S'il est encore nécessaire de devoir vous présenter, Raphaël Enthoven, vous êtes un philosophe, on ne vous présente plus, on vous connaît notamment pour vos prises de parole audacieuses et nécessaires pour dénoncer entre autres les discours manipulateurs des extrêmes. Philippe Val, vous êtes ancien directeur de Charlie Hebdo pendant près de 17 ans, vous êtes journaliste et vous avez notamment publié un ouvrage dont on a pu parler sur le rire. Je vais commencer par vous, Raphaël. Quand on a préparé ces échanges sur la liberté de conscience, voilà, j'ai voulu m'interroger et revenir un petit peu sur les fondamentaux de ce qu'est la liberté de conscience. Et donc j'ai dû me replonger dans la loi de 1905 qui, dans son article premier, reconnaît la liberté de conscience et évoque cette liberté de conscience. La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Alors, in fine, quand on regarde la définition de la liberté de conscience, c'est un droit qui est accordé à une personne d'avoir les valeurs, les principes, les opinions, les religions et les croyances qu'elle souhaite. Ces choix vont conduire son existence et donc cette liberté, elle est aujourd'hui plus ou moins reconnue et respectée par les lois inscrites dans les textes constitutionnels et dans la jurisprudence. Raphaël, j'en viens à vous. Qu'est-ce que la liberté de conscience aujourd'hui en France ? Et là, oui. Aujourd'hui, je ne sais pas, de toute éternité, on peut dire ce que c'est que la liberté de conscience. Mais ce qui est intéressant, je trouve, j'avais préparé quelque chose pour vous. D'abord, je suis très heureux d'être ici. Bonjour à tous. Excusez-moi, vous m'abordez avec une question très difficile. Je voudrais commencer par dire le plaisir que j'ai à être ici, en votre compagnie, en compagnie de Philippe, pour parler d'un tel sujet. J'avais préparé quelque chose, mais il me semble qu'il vaut mieux y aller librement. Ce que je veux dire, c'est que la liberté de conscience, il n'y a pas de liberté de conscience sans formation de la conscience, sans libération de la conscience. La liberté de conscience peut être parfois commodément interprétée comme la seule liberté d'avoir l'opinion de son choix. Mais en réalité, la liberté de conscience n'est pas simplement la liberté que l'on a d'avoir l'opinion de son choix, c'est aussi la liberté que l'on se donne d'élever ses opinions au rang d'argument. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est la raison pour laquelle, au nom de la liberté de conscience, on peut accomplir ce geste apparemment paradoxal qui consiste par exemple à interdire aux collégiens ou aux lycéens d'aller à l'école avec des gris-gris religieux. Alors, c'est très intéressant de comprendre que on est plus libre dans un monde où ceci n'est pas permis que dans un monde où ça l'est. Parce que le propre de la liberté de conscience, c'est que dans le temps de la formation de la conscience, précisément, on ne vient pas parasiter cette formation par des croyances. Et donc, j'insiste sur cette dimension pédagogique, formatrice de la liberté de conscience. On ne peut pas y échapper. La liberté de conscience n'est pas simplement la liberté d'opinion. C'est la liberté d'une conscience libérée. Et une conscience qui, en toute conscience, fait ses choix une fois que l'âge adulte est atteint. Le deuxième point qui me paraît important sur cette question de la liberté de conscience, c'est la différence qu'il faut faire entre la liberté au sens légal du terme et la liberté au sens le plus ordinaire, au sens le plus quotidien. Prenons par exemple l'exemple du provocateur, dans les limites de la loi, ou du blasphémateur. Tiens, voilà, le blasphémateur. Alors, ce qui est très intéressant avec le blasphémateur, c'est que la loi le protège, naturellement. La loi le protège. Donc enfin la loi le protège, la loi ne reconnaît pas ce qu'il fait comme un délit, donc il n'y a pas de problème. Le blasphème n'est pas un délit en République, il n'y a aucun problème. Mais en revanche, la loi protège le blasphémateur très imparfaitement contre tous ceux qui voudraient le dissuader de blasphémer. Et c'est là qu'on change de monde. Alors, pardon de prendre cet exemple qui est un peu caduc désormais, elle n'avait pas fait son outing zémouriste à l'époque, mais enfin, Mila, par exemple, qui recevait des centaines de milliers de menaces de mort à une certaine époque, n'a fait condamner que quelques dizaines de gens. On ne peut pas lutter uniquement avec l'outil de la loi
contre l'entreprise de s'en prendre à la liberté de conscience. On ne peut pas uniquement, la loi ne protège que très imparfaitement la liberté de conscience parce que, avec le blasphémateur, le blasphémateur qui reçoit des milliers de menaces de mort a la loi de son côté et il vit pourtant un cauchemar. Et ce qui est en jeu dans cette histoire et la raison pour laquelle il faut protéger les blasphémateurs ou les provocateurs sur la place publique, ce qui est en jeu, ça n'est pas la liberté inscrite dans les textes de faire ce qu'il fait, c'est la liberté profonde, l'intime liberté, l'intransitive liberté de vouloir ce qu'il fait. Et c'est cette liberté-là qu'on appelle la liberté de conscience, d'une certaine manière. C'est cette liberté-là qu'il faut protéger. C'est la liberté qui est contrariée, qui est contredite, qui est malmenée, qui est détruite, chaque fois qu'on préfère éviter les emmerdes. C'est la liberté qui régresse chaque fois qu'on préfère éviter les emmerdes. Je le dis devant quelqu'un qui a choisi délibérément de se plonger dans les emmerdes, mais de façon frontale, admirable. Je pense à 2007 par exemple et le procès des caricatures. Il est essentiel en démocratie et en république de rechercher les emmerdes dans le cadre de la loi. C'est-à-dire de manifester la liberté dont on dispose jusqu'à ses limites et de le faire sans crainte. C'est là que la liberté de conscience est essentielle. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux terrains. Il y a le terrain de la loi et il y a le terrain de l'opinion publique. Et sur le terrain de l'opinion publique règne ce que Tocqueville appelait la tyrannie de la majorité. La tyrannie de la majorité, c'est le fait tout simplement que dans une collectivité humaine, quand quelqu'un dit quelque chose de dissonant, certes, il a le droit de le dire, et d'une certaine manière, tout lui reste, sauf que de ce jour, plus personne ne lui parle, il conserve ses droits, mais on fait comme s'il ne les avait plus, et il n'est plus regardé comme un humain par ses semblables. Là est l'ennemi. L'ennemi est dans la collusion de la haine et de la lâcheté, de l'intimidation et du découragement, qui produisent des comportements qui sont des comportements qui, pour le moins pire, relèvent de l'accommodement et, pour le pire, relèvent de la soumission pure et simple. Donc la liberté de conscience est à défendre par l'engagement citoyen sur la scène publique, dans le débat public de chacun. Et il est faux et dangereux de croire que la liberté de conscience est protégée uniquement par la loi. Quand on s'abrite derrière la loi pour soi-même ne pas s'engager, on ménage le terrain du pire. Voilà. Merci beaucoup, Raphaël. J'en viens maintenant à vous, Philippe, en tant qu'effectivement ancien directeur de Charlie Hebdo pendant 17 ans, pour reprendre les termes de Raphaël, vous avez cherché les emmerdes et vous êtes partisan du « on peut rire de tout », en quelque sorte. Vous avez d'ailleurs publié un ouvrage sur ce sujet et j'ai retenu une phrase d'une de vos interviews qui disait que le grand rire philosophique est le rire de surprise que l'on n'attend pas de nous-mêmes. Vous abordez, vous, la liberté de conscience sous le prisme du rire. Autrement dit, le rire serait l'autre nom de la liberté ? En tous les cas, il y a une jubilation de la liberté de conscience. Il y a une jubilation de l'expérimentation d'une liberté de concevoir, de penser, etc. D'abord, je m'associe à Raphaël pour dire déjà mon plaisir d'être ici parmi vous et les bonnes idées de Jean-Michel Blanquer d'avoir organisé tout ça. Et c'est un plaisir de se retrouver tous ensemble ici aujourd'hui. Pour rajouter à quelque chose que disait Pascal tout à l'heure, Pascal Bruckner parlait de la victimisation. Déjà, la liberté de conscience n'est pas quelque chose dont il faut se plaindre qu'elle nous manque. On n'est pas victime d'un empêchement de la liberté de conscience. La liberté de conscience se gagne au fond de chacun de nous, et Raphaël et moi, nous aimions beaucoup un philosophe. On va parler de Clément Rosset. Nous aimions beaucoup un philosophe que nous fréquentions assidûment et qui, au début de ses cours chaque année à l'université de Nice, disait à ses élèves: Bon, je suis là pour vous apprendre, essayez de vous apprendre à penser un peu par vous-même. Vous n'y arriverez pas, mais on va quand même essayer. Donc, c'est difficile
de penser par soi-même, vraisemblablement que ça dépend de tas de choses, ça dépend d'une volonté personnelle, ça dépend de... Bon. Ensuite, la liberté de conscience, elle nourrit quelque chose. Elle nourrit d'autres libertés. Elle nourrit notamment la liberté d'expression. Et elle a été toujours en but avec les pouvoirs, les institutions. Et il y a deux exemples qui sont stupéfiants de l'exercice de la liberté de conscience qui se traduit dans la liberté d'expression. Ils sont séparés par 75 ans à peu près d'écart, et c'est Rabelais et Montaigne, qui sont finalement plus proches qu'on ne pense intellectuellement. L'un, en tous les cas, Montaigne aimait beaucoup Rabelais, et Rabelais n'a pas eu le temps d'aimer Montaigne, puisqu'il est mort bien avant, mais quand on lit ça récemment, comme Rabelais, que j'ai relu récemment pour travailler, quand je travaillais sur ce livre sur le rire, c'est stupéfiant de voir à quel point la liberté de conscience invente aussi la ruse, invente les stratégies, les stratagèmes pour réussir à publier, à distribuer autour de soi une forme de liberté qui est scandaleuse, qui est jubilatoire, extrêmement drôle, mais très très intellectuel. Et on ne peut pas, quand on lit ça, on ne peut pas imaginer la Renaissance, c'est-à-dire ce retour de la pensée grecque en force après la pensée médiévale, ce retour de cette liberté philosophique. On ne peut pas l'imaginer sans Rabelais. On ne peut pas imaginer cette période de Léonard de Vinci, de Galilée, sans Rabelais. Il fait vraiment partie intégrante, cette liberté de conscience et ce rire dont il est porteur. De même, de même pour Montaigne, quand on lit bien les essais, on se dit mais comment est-il possible que dans cette fin de XVIe siècle, pendant les guerres de religion, avec cette répression de l'expression qui était si violente, si dangereuse, on peut écrire et publier les essais. Et on voit tous les stratagèmes de Montaigne. Il veut et il peut. Il va avoir quelques ennuis, mais finalement assez peu. Il va être protégé par des puissants, notamment Catherine de Médicis, comme d'ailleurs Rabelais a été protégé par le roi et par le cardinal du Bellay, oncle du fameux poète. Ils ont été protégés par des gens très intelligents qu'ils ont séduits, parce que la liberté de conscience sert aussi à ça. Séduire, donner du plaisir et faire en sorte d'être protégé des emmerdes aussi d'une certaine façon. Et c'est stupéfiant de voir à quel point ces scandales, et ils sont nombreux dans notre histoire de la pensée et dans notre histoire de la liberté, ces écrivains scandaleux et drôles ont, par le scandale qu'ils ont provoqué, ouvert des brèches dans les conformismes de leur temps, des brèches par lesquelles se sont enfouis, par lesquelles se sont propagées plutôt des libertés, des nouvelles libertés de pensée, des nouvelles formes musicales, des nouvelles formes picturales, des nouvelles formes philosophiques. Des libertés se sont engouffrées, c'est le mot que je cherchais, voilà, se sont engouffrées dans ces failles que ces auteurs secrètement comiques et secrètement scandaleux ont provoqué dans les murailles des conformismes de leur temps, du classicisme de pensée de leur temps. Je pense que le rire est quelque chose de très particulier. Alors, j'ai essayé de regarder dans d'autres mondes, dans d'autres civilisations où le rire existe avec un talent, avec génie. Par exemple, dans les romans chinois, même dans les romans médiévaux chinois, le Jinping Mei, des livres comme ça qui sont vraiment très marrants, ou dans la littérature arabe des Mille et une nuits, qui est vraiment extrêmement drôle et très scandaleuse. Mais il se trouve que ce rire, qui est un rire de grande qualité, parce que c'est un rire de surprise, précisément. Ce n'est pas un rire de connivence, vous voyez, c'est pas le rire de l'humoriste qui sait qu'il a une salle devant lui, par exemple, qui n'aime pas la police, et il va faire des blagues sur la police, et ils vont se faire des gros coups d'œil, puis ils vont rire ensemble des blagues sur la police. Et ben là, c'est pas, évidemment, là, c'est pas, ça, c'est un rire de connivence, c'est un ricanement. D'ailleurs, les anglo-saxons ont trouvé un terme pour ça, ils appellent ça les clappers. Il y a deux familles de gens qui font rire chez les anglo-saxons, c'est les clappers, ceux qui se font applaudir, et ceux qui sont scandaleux et qui font vraiment rire. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Ah oui, à propos de...
on se rend compte à quel point le rire a été constructif à certains endroits et pas ailleurs. Dans la majorité de ce qu'on connaît des autres civilisations, le rire n'a pas beaucoup servi à construire. Il était là, il était présent, il existe avec sa force scandaleuse, mais il n'y a de façon observable et de façon étonnante et observable que dans l'esprit européen, que le rire a été si consubstantiel à la construction d'une liberté individuelle, du souci de l'autre, d'un souci du corps, de la réalité de l'autre. Et c'est là que ça se joue, on le voit comme je le disais, dans Rabelais, mais on le voit merveilleusement décrit dans l'œuvre de Kundera, à quel point ce rire européen est précieux, à quel point il est scandaleux, à quel point il est complètement nécessaire à l'exercice et à l'invention des libertés, parce que c'est avec une joie de vivre, justement, le contraire de la pensée victimaire, c'est avec la joie de vivre qu'on arrive à vaincre les oppressions, etc. Alors ce qui a changé beaucoup en l'espace de quelques générations, c'est que ce rire, cette pensée libre, cette conscience libre qui s'exprime, eh bien, elle était en but au pouvoir religieux, au pouvoir de l'État, de la royauté. Et aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, la République nous protège, ceux qui, selon nos petits moyens, essayons d'exprimer quelque chose d'un peu libre. C'est le pouvoir qui nous protège, parce que la censure, l'oppression vient d'en bas, elle a changé de camp, et c'est contre ce qui vient du fond de la population que nous sommes protégés, parce que nos vies parfois sont menacées. Ça n'est plus le pouvoir en haut, c'est le pouvoir en bas aujourd'hui qui nous menace, et c'est un grand changement, et c'est un vrai sujet de réflexion. Merci beaucoup Philippe. Raphaël, je me tourne vers vous avec une question qui me taraude. Cette liberté de conscience, vous disiez qu'elle était à la fois garantie par la loi, mais qu'il y avait également la liberté de conscience qu'on se devait de conquérir. Malgré un contexte difficile, et justement dans la période actuelle que nous vivons, comment est-ce qu'on peut parvenir à maintenir cette liberté de conscience coûte que coûte? En fait, il y a deux questions dans votre question. C'est-à-dire, il y a maintenir les conditions de possibilité de la liberté de conscience à l'école, c'est-à-dire par exemple la neutralité, le goût du débat, l'enseignement de la philosophie, la place cardinale de l'enseignement de la philosophie, des choses comme ça. Et donc il y a cette démarche, c'est-à-dire préserver les conditions de possibilité de la liberté de conscience. Et puis, il y a ce que chaque individu peut faire de lui-même. Ce que chaque individu peut faire de lui-même, et avec l'aide normalement de son professeur, et notamment de son prof de philo. Pour donner deux exemples, par exemple, je prêche pour ma paroisse, c'est-à-dire la philo. Par exemple, si vous lisez Bergson, vous allez faire une expérience intime, une aventure, vous allez vivre une aventure mentale extraordinaire. Extraordinaire. C'est une expérience de liberté incroyable. Vous allez entendre quelqu'un mettre des mots sur des choses que vous pensiez être seul à vous dire dans le noir des nuits. Vous allez faire c'est une aventure extraordinaire et profondément libératoire. Maintenant, si on s'interroge sur le Bergson politique, il n'y a pas beaucoup de textes de Bergson politique, mais enfin quand même, vous aurez un homme de la Troisième République, bien pensant, bon teint, on lui donnerait le bon Dieu sans confession, si vous voulez, la pensée d'un bon bourgeois de la fin du XIXe siècle. De la même manière, si vous lisez Spinoza, en lisant Spinoza, vous allez découvrir que vous n'avez pas de libre arbitre. Et que le sentiment de votre libre arbitre vous vient seulement de l'ignorance des causes réelles qui vous font agir. Et en faisant cette découverte, vous allez faire une découverte extraordinaire sur vous-même. On est beaucoup plus libre quand on sait qu'on ne l'est pas que quand on croit qu'on l'est. Et donc, vous allez apprendre ça en lisant Spinoza.
Mais si vous lisez les textes politiques de Spinoza, vous aurez l'édification tout à fait raisonnable, rationnelle, parfois même républicaine, d'un corpus législatif qui, en lui-même, n'a rien à envier à celui qui est le nôtre, alors avec les détails de son époque et du XVIIe siècle. Ce que je veux dire, c'est que l'expérience de la liberté de conscience, les aventures, les tribulations de la liberté de conscience se font à l'abri d'un monde où les libertés de chacun sont respectées tranquillement, protégées par la loi. Par exemple, Spinoza déconstruit l'idée du libre arbitre et pourtant, à l'échelle d'un citoyen, il faut être tenu aussi pour responsable de ses actes. C'est la raison pour laquelle il est ridicule à l'échelle d'une société d'invoquer, par exemple, toutes les excuses de la terre en expliquant que le coupable est en réalité la victime de la société. Il n'y a aucun sens à le faire, puisqu'à ce moment-là, on sort du terrain commun, on sort du territoire commun qui implique la responsabilité de chacun. Donc il y a deux dimensions, encore une fois, à la liberté. Il y a la dimension profondément libératoire, intime, l'aventure intellectuelle qui consiste à lire les philosophes et à s'autoriser à penser des choses qu'on ne se permettait pas de penser auparavant. Et c'est là que la liberté de conscience trouve sa source, sa souche et son délice. Et puis il y a la liberté conventionnelle. Pour le dire simplement, il y a la liberté qui s'arrête là où commence celle de l'autre, celle que nous connaissons tous, la liberté qui fait qu'on ne se marche pas sur les pieds, qu'on se respecte, qu'on s'écoute, etc., etc. Vous la connaissez. Et il y a la liberté qui commence là où commence celle de l'autre. Et ça, c'est la liberté de conscience. C'est un autre monde, à l'abri du premier. Ça me pousse à me tourner vers vous, Philippe, sur les limites, justement, puisque vous évoquiez quand on dit que la liberté des uns s'arrête là où termine celle des autres, commence celle des autres, je ne sais plus. Mais aujourd'hui, ça pousse également à s'interroger sur les limites de cette liberté de conscience, et notamment avec la fameuse phrase « peut-on rire de tout ?» Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce sujet? Il faut être clair, on ne peut rire de rien. Voilà. Parce que chacun a l'idée de ce avec quoi il ne faut pas rire. On ne rit pas avec ces choses-là, et une phrase qui peut être prononcée à peu près par n'importe qui est soit qui a une surcharge pondérale, ou alors qui a une sexualité qui n'est pas celle de son voisin, qui a une religion qui n'est pas celle de son voisin, qui est etc., etc. Donc il est clair, c'est très net, on ne peut rire de rien. Voilà. Une fois qu'on a posé ça, on dit comment on fait pour vivre sans rire. Alors, on va être obligé quand même de rire malgré tout, de rire à nos risques et périls. Donc, si vous voulez, d'abord, la liberté de conscience, elle suppose qu'on supporte et qu'on apprécie la liberté et qu'on recherche même la liberté de conscience de l'autre, parce que ce sont les libertés de conscience entre elles qui s'enrichissent et qui sèment les unes dans les autres les graines de la créativité, des idées. Voilà. On a besoin de la liberté de conscience d'autres que soi, évidemment. Et puis, il y en a qui ont des libertés de conscience exemplaires, qui nous donnent des bonnes leçons. Enfin bon, voilà, on a besoin de tout ça. Et donc, cette liberté, il faut d'abord l'aimer chez l'autre aussi. Bon. Ce qui n'est pas si facile. Parce que si je suis très attaché à tel tabou, à telle chose, je vais mal supporter que... Ah oui, mais alors à ce moment-là, on ne peut plus vivre en société démocratique, il faut qu'on vive en clan. Il faut qu'on revienne à la société clanique, où autour d'une fratrie, d'une parentèle, d'une race et d'une région, d'un machin ethnique, on va se mettre d'accord sur quelques trucs et on n'en sortira pas. Ça, c'est le clan, on peut vivre comme ça. Bon, c'est pas impossible. Mais nous, on a choisi de vivre plutôt dans des États démocratiques avec des pensées différentes, des origines différentes et avec la curiosité afférente à ces différences. Ok, donc... Il va falloir exiger que ce à quoi on croit, ce à quoi tu crois et que tu trouves sacré, ne le soit que pour toi. Tu ne viens pas m'emmerder avec ton sacré. Parce que imaginons une seconde que, par exemple, il y a une religion qui interdise le sexe le lundi. Ok.
Donc, pas de sexe le lundi. Une autre le mardi, une autre le mercredi. Il y a 7 religions qui chacune interdit un jour de la semaine différent pour le sexe. Si tout le monde doit respecter la religion de tout le monde, dans 60 ans, il n'y a plus d'humanité. Donc, il faut absolument apprendre à respecter, à respecter ce qu'on respecte soi-même et à ne pas emmerder les autres qui croient à autre chose. C'est décisif. La limite, elle est là. La limite, elle est d'accord, mais moi, je fais autrement. Je fais autrement, je ne t'emmerde pas, tu m'emmerdes pas, tu n'essayes pas d'attenter à ma vie, tu n'essayes pas de me faire peur, tu n'essayes pas de m'empêcher d'exercer mon métier de professeur d'histoire-géographie quand j'enseigne ceci et cela. Tu ne m'empêches pas d'écrire ça quand je suis journaliste, quand je suis écrivain. Tu ne m'empêches pas. C'est comme ça. Et là, vraiment, il ne s'agit pas d'être tolérant, il s'agit de l'exiger et, si possible, d'en faire une infraction très grave et considérer que c'est un crime d'empêcher quelqu'un de penser autrement. Voilà, la limite, je pense que la limite, elle est là. Moi, je peux rire de... Oui, il y a longtemps, il y a vraiment très longtemps, juste c'était au moment de la révolution, entre guillemets, iranienne. Pas iranienne entre guillemets, hein. C'est le mot révolution qui mérite quand même des guillemets. Et donc, beaucoup d'intellectuels musulmans qui étaient jusque-là très laïques, professeurs d'université, etc., ont été emportés, se sont rapprochés des frères musulmans parce que l'exemple iranien a été un sujet d'inspiration terrible dans les milieux intellectuels et notamment les milieux scientifiques. Et j'avais un pote qui était prof à l'université d'Oran, prof de physique. Et donc, entre le moment où il m'invite à me faire visiter son pays et le moment où j'y vais, il se passe une année. Je dis ok, là il ne faut pas faire trop chaud, donc j'y vais. Et parce qu'il voulait qu'on aille dans le désert. Et entre-temps, il s'est affilié aux frères musulmans. Je suis arrivé là, j'avais un copain qui fumait, qui buvait, qui baisait, bon. Et puis là, enfin, sa femme, hein, mais en tout. Et j'arrive là-bas, je trouve une espèce de curton insupportable, où il n'y a pas le droit de faire ci, pas le droit de faire ça. Enfin, donc, mais quand même un copain. Sa femme, heureusement, la pauvre, elle a réussi à divorcer au bout de 2 ans, et on est parti dans le désert ensemble, donc on s'est engueulé. Le désert, c'est calme. Là, c'était pas calme du tout. C'était vraiment des engueulades entre nous, très. Mais bon, comme on était potes, comme on était copains, malgré tout, on s'engueulait, mais après, il faisait de l'oud un peu, et donc on jouait, il faisait un peu de musique. Moi, je suis guitariste, donc je jouais un peu de guitare. On se montrait des trucs, on chantait des madons. On se rabibochait à certaines heures et on s'engueulait à d'autres. Jusqu'au moment où j'en ai eu marre de ces machins théologiques, et j'ai commencé à faire des blagues sur Allah. Pas des blagues très fines, mais des blagues. Et là, ma vie a été en danger parce que le rire était insupportable. Et il a failli me buter. Il est devenu agressif et violent, sa femme l'a retenu, bon, tout ça, voilà. Mais je pouvais tout lui dire sauf me moquer. Sauf me moquer, pas de lui, mais me moquer de l'irrationalité, de la fantaisie incroyable des superstitions contenues dans cet islam-là. Et donc, c'est à partir du moment où j'ai commencé à rigoler, et sa femme a rigolé aussi, parce qu'on a ras-le-bol, bon, elle a commencé à rigoler, et là, ma vie a été en danger. Vraiment, il a fallu le calmer, il s'est mis à suer, il voulait me taper dessus. Enfin bon, ça veut dire que le rire a cette force de faire surgir le réel de façon insupportable pour ceux qui ne veulent jamais le voir. Maintenant qu'on a testé les limites de la liberté de conscience, se pose la question du respect, et notamment du respect de cette liberté de conscience et du respect d'autrui, notamment via le rire qui est révélateur d'une liberté de conscience, Raphaël. Oui, alors moi je déteste cette notion de respect justement et je suis content qu'on puisse en parler un tout petit peu parce que ça me paraît très important. Effectivement, en République, le blasphème n'est pas un délit. Mais
ceux qui veulent vous intimider et vous dissuader de commettre le moindre blasphème le font au nom du respect. Le respect, c'est la législation parallèle, c'est l'arme de la tyrannie de la majorité. C'est-à-dire, c'est l'arme que la majorité se donne pour excommunier quelqu'un dont les paroles lui paraissent dissonantes et pour se refaire une vertu sur le dos de la personne qui a été ainsi excommuniée. Le respect, alors pour vous donner un exemple récent, j'oublie le nom de la médaille d'or au marathon aux Jeux Olympiques. Elle porte, au moment de recevoir sa médaille, porte un hijab avec lequel elle n'a pas concouru, parce que pour le marathon, c'est pas commode, mais donc après, elle le porte. Et Sophia Aram voit la photo de la dame avec son hijab et elle dit, ben, on dirait moi quand je sors du hammam. Et très intéressante, Sandrine Rousseau lui a demandé de supprimer ce qu'elle venait de dire, en insistant beaucoup, en lui expliquant qu'elle manquait de respect à cette dame, qu'elle manquait de respect à son parcours, qu'elle manquait de respect à ce qu'elle était, qu'elle lui manquait de respect. Et c'était une tentative de censure qui n'en avait pas les moyens. C'est-à-dire que nul doute, évidemment, si Sandrine Rousseau avait eu les pleins pouvoirs, et si les pleins pouvoirs, donc on ne serait pas en République, mais si elle avait eu les pleins pouvoirs, elle aurait fait en sorte que Sophia Aram ne puisse pas dire ce qu'elle avait dit. Et le respect qu'elle invoquait, c'était le piaffement de l'ordre moral devant l'égalité républicaine. C'était vraiment le hennissement de la morale qui fulmine de ne pas avoir force de loi. Il faut se méfier de la notion de respect, c'est, je crois, très dangereux, aussi dangereux que la notion d'offense, qui est tout aussi problématique naturellement, puisque si votre offense, ou si le sentiment d'être offensé, Philippe l'a expliqué tout à l'heure mieux que moi, si le sentiment d'être offensé à force de loi, à ce compte-là, plus rien n'est dissible. Imaginons que vous soyez contre l'IVG, vous pouvez vous sentir offensé par quelqu'un qui dit le contraire, ou inversement, c'est la fin de toute parole, un gouvernement de l'offense, de l'importance qu'il y a à faire la différence entre l'offense et l'humiliation, qui pour le coup est justement réprimée par la loi, et à faire la différence surtout entre la tolérance et son antipode fielleux qu'on appelle le respect. Qu'en serait-il de la liberté de conscience européenne? Vous avez parlé du rire européen. Alors, liberté de conscience européenne, on dit toujours unie dans la diversité. Alors, est-ce que finalement, elle doit être régulée avec les instances qu'on connaît? Est-ce qu'elle doit être acceptée? Est-ce qu'elle doit être commune ou est-ce qu'elle doit accepter les spécificités? Merci. La culture européenne, elle est incroyable parce que les Scandinaves, les Espagnols, les Italiens, on ne parle pas la même langue. L'allemand, c'est une langue à déclinaison. J'ai fait allemand première langue. C'est très belle langue, mais enfin, c'est pas la même que le français, c'est pas latin. Bon, ok. Quand vous lisez, justement, on parlait de Spinoza. Quand Spinoza était dans sa petite chambre au premier étage, en train d'écrire l'éthique, ce petit juif d'origine portugaise qui était en train de rédiger l'éthique, toute l'université européenne était au courant qu'il était en train de faire ça. À Bologne, à Montpellier, tout le monde savait. Les idées allaient très vite et on savait qui faisait quoi. Les idées ont toujours été très vite à travers l'Europe. Il y a des pouvoirs européens qui sont très différents, ont été longtemps très différents les uns des autres, mais il y a une pensée européenne commune depuis très longtemps et il y a un art commun. Évidemment que Léonard de Vinci, c'est un peintre européen. Mozart, c'est un musicien européen. Goethe est un écrivain européen. Spinoza est... Enfin, il y a une vraie culture commune. Voltaire est européen. Victor Hugo. On a en commun Fellini et Bergman. Enfin, pour nous, c'est nos voisins de palier. On ne parle pas la même langue, mais on s'en fout. On est nourris des mêmes idées anciennes qui se renouvellent, des mêmes inventions. On est nourri de tout ça. Le peuple européen, profondément, existe. Après, les instances qui régulent la liberté d'expression dans les pays d'Europe, je ne les connais pas toutes parce que je ne suis pas juriste et il y a des juristes ici très, 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 très calés, donc je ne m'aventurerai pas. Mais pour ce que j'en connais, en France, c'est plutôt bien foutu. J'ai été très, très abonné à la chambre correctionnelle. J'étais directeur de Charlie Hebdo, donc j'ai dû aller à peu près 25 fois devant la 17e chambre.
Donc j'y avais laissé ma brosse à dents et ma robe de chambre. J'y allais souvent avec Richard Malka. On était très habitués, on connaissait les présidents, on connaissait tout le monde, on était en famille. Et non, je plaisante un peu, mais en réalité, j'ai été condamné une fois ou deux. On a tous gagné, on a tout gagné. Et je crois que la fois où j'ai été condamné, on l'a bien mérité. Donc, je pense que la liberté d'expression et la liberté d'exprimer des pensées très, très, très diverses et contradictoires c'est plutôt bien foutu en France. De même en Europe, pour ce que j'en sais, je crois que, et là, c'est pas partout aussi au point qu'en France, mais en France, c'est la 17e chambre, qui est la chambre spécialisée pour ça, est toujours, d'abord et avant tout, protectrice de la liberté. Elle n'est pas là pour réprimer, mais se pose toujours la question de la liberté. Alors des fois, elle se la pose mal. J'ai une présidente de tribunal avec qui c'est en conflit ouvert, mais généralement, ce sont des juges, on dit un petit peu en exagérant, que c'est une chambre voltairienne et que ce sont des juges voltairiens, mais c'est pas si faux que ça. C'est pas si faux que ça. Et une fois de plus, ça n'est pas le pouvoir qui est un problème en France, ni en Allemagne, ni dans les pays européens. C'est pas le pouvoir le problème. Le problème, c'est les autorités religieuses, enfin, c'est l'islam radical. Enfin, en gros, on le sait bien. Et le wokisme. En gros, c'est ça. Le wokisme et l'islam radical, c'est tout. Le problème pour la liberté d'expression, c'est ça. Sinon, on serait vraiment bien. L'Europe, c'est une merveille. Mais il y a ça. C'est un problème. Et il faut se battre et il faut gagner, quoi. Il faut se battre et il faut gagner. J'ai une amie qui est que j'aime beaucoup, qui travaille au Point, quelqu'un du Point ici, qui est Peggy Sastre, avec qui discussion, et Peggy, elle a une thèse que je trouve absolument formidable, qui dit que le wokisme est un académisme. Et moi, je pense que chaque période connaît une fixité des règles classiques, défendues par l'académie. Et les règles se figent, empêchent les artistes, les intellectuels, les créateurs de parler du monde, d'exprimer la réalité. Et alors arrive un moment baroque. Le moment baroque, musique baroque, écriture baroque, enfin, vous voyez, pensée baroque. Spinoza est un penseur baroque, par exemple. Eh bien, c'est là où le corps revient, la liberté revient, c'est par les moments baroques. Or, le wokisme est un académisme, est un classicisme qui empêche de dire la réalité. Et à mon avis, il est foutu. Il va bientôt se fendiller de partout parce que nous sommes en train d'inventer une période baroque qui va nous permettre de redire quelque chose de la réalité. Et le problème avec le wokisme, c'est que c'est un académisme qui se prend pour un baroquisme, qui se prend pour une avant-garde, alors que c'est une arrière-garde conservatrice. Mais c'est pas grave, on peut essayer de dénouer ce paradoxe. Pour aller dans le sens de ce que tu dis rapidement sur la question du wokisme, c'est très intéressant d'observer que à la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, la grande querelle intellectuelle en Europe était une querelle qui opposait ce qu'on a appelé trop rapidement la philosophie des Lumières à ce qu'on appelle la pensée romantique, c'est-à-dire la pensée contre-révolutionnaire. Et les termes de cette querelle sont extrêmement simples, les raffinements sont infinis, je n'entre pas dans les détails, mais les termes de la querelle, eux, sont très simples du point de vue de la philosophie des Lumières. Alors, le point de départ de cette querelle, c'est un texte de Jean-Jacques Rousseau qui va dans les deux sens. Les termes de la querelle sont très simples. Vous avez d'un côté les penseurs de la philosophie des Lumières qui, pour le dire très rapidement, considèrent que notre liberté relève de notre capacité à nous arracher à nos déterminations premières, le lieu de naissance, etc., c'est-à-dire à ne pas obéir à un programme d'une certaine manière pour conquérir une souveraineté sur sa propre vie. Et face à cela, il y a la pensée contre-révolutionnaire qui considère qu'au contraire, s'arracher à ces déterminations natives, oublier nos lieux de naissance, c'est en réalité frayer la voie à une barbarie nouvelle. Et on est à la fin du XVIIIe, début du XIXe, quand il y a ce débat. Et la pensée contre-révolutionnaire est réactivée par des gens qui ne savent même pas qu'ils le font, parce que
les deux héros de la pensée contre-révolutionnaire dont je vous parle, c'est Joseph de Maistre et Bonald. Oui. Et l'une des particularités de Bonald, c'était de penser que la communauté devait prévaloir sur l'individu, pour le dire très, très vite. Et autre particularité de Joseph de Maistre, c'est une phrase qu'on retient de lui bien souvent, « Je ne connais pas l'homme en général, je connais des Anglais, des Russes, des Italiens, mais pour l'homme en général, je ne l'ai jamais rencontré. » Eh bien, ces deux idées, l'idée de la prévalence de la communauté sur l'individu et l'idée qu'il n'y a pas d'homme en général, mais qu'il n'existe que des individus incarnés dans une culture, dans une détermination précise, ces deux idées sont singulièrement réactivées par une pensée qui se vit comme d'avant-garde et qui en réalité, comme le disait très justement Philippe, ne fait que ressusciter des tropes contre-révolutionnaires. C'est-à-dire que, alors, à la place de Joseph de Maistre, alors on ne dit pas « je connais que des Anglais, des Russes, des Italiens », non, maintenant on ne connaît que des gays, des Noirs, des Juifs, des Arabes, etc. C'est la même chose, c'est le même discours. La parcellisation de la société est une façon nouvelle, avant-gardiste, si j'ose dire, de ressusciter des schèmes qui remontent, eux, à la contre-révolution. Et c'est très intéressant d'observer ça, de voir à quel point le wokisme, de ce point de vue, pour le dire là encore très rapidement, le terme est un peu vague, mais quand même, le wokisme est une pensée profondément réactionnaire et historiquement réactionnaire. Où est la limite de cette liberté d'expression et à quel moment on met le holà Moi, ce qui me paraît intéressant en démocratie, c'est de voir à quel point la démocratie est grande par la liberté qu'elle nous donne, mais la liberté qu'elle nous donne, c'est aussi la liberté qu'elle nous donne d'être médiocre, d'être petit. La liberté est grande par le droit qu'elle nous donne de ne pas l'être. Et la démocratie est grande par la liberté qu'elle nous donne d'être égoïste. Vous pouvez en démocratie être égoïste toute votre vie sans jamais rencontrer les foudres de la loi. L'égoïsme n'est pas un délit. Le problème, c'est que si tout le monde abuse de la liberté qu'il a d'être égoïste, alors cette liberté-là elle-même va disparaître. Autrement dit, la démocratie est grande par la liberté qu'elle permet, mais elle dépérit par le mauvais usage de la liberté qu'elle permet. Et c'est la raison pour laquelle il faut constamment inviter les uns et les autres à s'investir dans le débat public. Ce que je veux dire en fait, c'est que les tares, les vices ou les problèmes que vous nommez, que vous pointez, sont des problèmes, à mon avis, profondément démocratiques. C'est la dot de la démocratie. Il y a deux dots à la démocratie et on ne pourra pas faire sans. La première, c'est l'économie de marché. Il n'existe nulle part, jamais, dans l'humanité et dans l'histoire, de démocratie sans économie de marché. Vouloir construire l'une sans l'autre, c'est se moquer du monde. Par contre, on peut faire l'autre sans l'une. Alors, on peut faire l'autre sans l'une, comme en Chine, absolument. Comme en Chine. Et, tout à fait. Mais non, mais voilà, c'est juste mais l'équation n'est pas réversible, absolument. Et la deuxième dot de la démocratie, c'est la démagogie. Il n'existe aucune démocratie sans démagogie. On est obligé de composer avec ces deux éléments. Il ne s'agit pas de les interdire, il s'agit de lutter contre eux. Alors, je vois aussi, je suis entièrement d'accord avec toi, mais je vois sous votre question, madame, une autre question. Enfin, je vois ce que vous voulez dire, si vous voulez, vous voyez ce que je veux dire. Et j'entends ce que vous voulez dire, et j'entends votre inquiétude, que je partage profondément. Alors, quand je parlais de la 17e chambre correctionnelle, je disais qu'elle était plutôt, qu'en France, la loi fonctionnait relativement bien sur ces sujets-là. On a beaucoup contesté la loi Guesso. Moi, je pense que ce sont des lois qui sont importantes à un certain moment de l'histoire, à un certain moment de notre histoire. Je pense que, et aujourd'hui d'ailleurs c'en est un, je pense que la loi Guesso était utile et j'ai toujours défendu, personnellement, j'ai toujours défendu la loi Guesso. Juste une petite parenthèse sur la liberté d'expression du premier amendement aux États-Unis. Si vous voulez, en France, le parquet se saisit éventuellement s'il y a un problème, il y a un service public de la justice. Et aux États-Unis, ça n'est pas le cas. Donc, ce sont les avocats qui font le boulot. Et donc, ce premier amendement ne sert plus à rien. Cette non-régulation de la liberté d'expression est
est une erreur, à mon avis, démocratique aussi dingue que la législation sur les armes, ça ne sert qu'à privatiser la justice et enrichir les avocats. Il faut avoir beaucoup d'argent pour ramener, en quelque sorte, pour amener au tribunal les gens coupables de propos dangereux et nazis et antisémites, etc. Donc aujourd'hui, la question que vous posez, elle concerne l'antisémitisme. Soyons clairs, c'est de ça dont il s'agit, puisque vous avez parlé du très beau film d'ailleurs, Bernstein, avec ce merveilleux acteur. Bon. Alors, il se passe quelque chose. Personne en France, très peu, à part des gens comme Dieudonné, qui sont très répertoriés, dit moi, vous voyez là, antisémite. Hein. D'ailleurs, je fais monter sur scène mon copain historien négationniste Forisson, etc. Enfin bref, il affiche et il clignote le néon ici, boutique antisémite, pour attirer le public. Ok. Il attire d'ailleurs pas mal de monde, jusqu'au moment où Manuel Valls a eu le courage de faire interdire ces spectacles, parce que ça risquait de provoquer ce qui se passe d'ailleurs aujourd'hui, la mise en insécurité des Français juifs sur le sol de France, ce qui est insupportable. Vraiment, il y a un problème là qu'il va falloir qu'on traite très vite. Donc personne n'est là, à part quelques-uns, dire je suis antisémite. Le problème, c'est la compatibilité avec l'antisémitisme et les propos qui sont tangents à l'antisémitisme. Là, il n'y a pas de loi proprement dite. Pour les humoristes qui sont tangents à l'antisémitisme, c'est-à-dire compatibles, d'accord avec l'antisémitisme, mais ne formulant pas carrément quelque chose qui tombe sous le coup de la loi, c'est un combat intellectuel qu'il faut mener, qui n'est pas facile, et qu'il faut gagner, et qui est d'autant moins facile qu'il est partagé par toute une élite universitaire en France traditionnellement. Alors pour remonter l'histoire, notamment, pour aller au plus près, parce que ça remonte à loin, mais disons au plus près, après la Seconde Guerre mondiale, au moment de la décolonisation, tous nos intellectuels français, enfin beaucoup en tous les cas d'entre eux, ont défendu l'indépendance de l'Algérie et ont noué avec des personnalités arabes profondément antisémites, des liens de solidarité absolument coupables, parce que sans aucune critique contre cet antisémitisme, le taisant et le sachant, c'est la culpabilité de nos élites, de cette partie-là de nos élites intellectuelles. Ça a formé des gens, ça a formé des étudiants, ça a formé des journalistes. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un parti politique antisémite qui exige un Premier ministre, comme si on allait laisser des antisémites présenter un Premier ministre en France. Non mais ils sont fous, ils vont jamais dormir, on va leur casser la gueule. Jamais on va les laisser tranquilles. Jamais, non. Ils sont fous. Ils pensent que... Parce qu'en réalité, quand même, la France, c'est quand même le pays où Dreyfus a gagné, c'est le pays de Zola. C'est quand même un pays où l'antisémitisme n'est pas une passion. Il y a de l'antisémitisme en France, mais il n'y avait jamais eu encore cette hybridation d'une immigration supposée antisémite, parce qu'une partie d'entre elles l'est réellement très violemment, et un parti politique. On n'avait jamais vu ça. Il va falloir qu'on lutte bec et ongle pour les anéantir, je veux dire pas physiquement, mais les anéantir intellectuellement. On ne peut pas supporter ça. Il va falloir qu'on se lève. Là, je suis désolé, mais c'est la cause première aujourd'hui à laquelle il faut s'attaquer. C'est la priorité des priorités. Je ne veux pas vivre dans un pays où il y a des antisémites qui veulent Matignon. C'est absolument insupportable. Lucie Castedt est sortie de la cour de l'Élysée après sa consultation avec Emmanuel Macron. Quelqu'un lui pose la question. Quelqu'un lui pose la question, vous n'êtes pas gêné d'être dans une coalition avec Rima Hassan qui refuse de dire que le 7 octobre était une attaque terroriste? Lucie Castedt répond, ça n'est pas le sujet du jour. Mais c'est quoi le sujet du jour si c'est pas ça le sujet du jour? Donc, il va falloir qu'on se réveille et qu'on apprenne non pas à être défensif, mais offensif. Il faut être offensif vis-à-vis de ce qui se passe là en ce moment, confronté à ce qui se passe en ce moment, qui est absolument insupportable, qu'on ne doit pas supporter. Dans les réunions de famille, au boulot, partout ailleurs, partout où on se trouve, il va falloir apprendre à être offensif pour tuer ça à la racine, vraiment à la racine. On ne peut pas laisser se propager ça. Et un point
pour aller dans le sens de ce que je disais tout à l'heure et de ce que tu dis, à savoir des deux libertés, quand le parti en question dont tu parles, Mélenchon. ouais, pour sa défense, explique qu'il n'a jamais été condamné pour antisémitisme, or l'antisémitisme est un délit, il faut absolument démolir ce sophisme en expliquant tout simplement qu'il existe 1000 façons d'être antisémite à l'abri de la loi. Absolument, bien sûr. Il est très facile d'être antisémite à l'abri de la loi. Quand, comme Sébastien Delogu, par exemple, vous faites un discours à Marseille où vous parlez de l'entité sioniste en parlant d'Israël, vous ne commettez rien d'illégal, seulement vous reprenez le lexique du Hamas, vous êtes antisémite en le faisant. Il existe 1000 façons d'être antisémite à l'abri de la loi. Quand, comme Jean-Luc Mélenchon, vous faites valoir que le CRIF dicte ses volontés au gouvernement français comme le Likoud dictait ses volontés aux Anglais ou a fait perdre les travaillistes anglais, vous êtes antisémite. Vous ne tombez pas sous le coup de la loi, mais vous êtes antisémite. Alors d'ailleurs, c'est très intéressant d'observer que les gens qui vous disent « si vous croyez que nous sommes antisémites, faites-nous un procès puisque l'antisémitisme est un délit », sont les premiers à vous accuser de racisme ou de harcèlement, qui sont deux délits pour lesquels ils ne vous font jamais aucun procès quand ils vous en accusent. C'est quand même intéressant d'observer ça. Et alors, donc juste pour finir là-dessus, il y a effectivement là une adversité. C'est une adversité redoutable parce que, comment dire, c'est un antisémitisme qui se vit comme un amour du genre humain. C'est le bien. C'est un antisémitisme qui se vit comme un bien. C'est un antisémitisme virulent chez certains, qui se vit comme une vertu. Et donc, si vous voulez, l'avantage du fasciste, c'est que d'une certaine manière, il n'essaye pas d'être sympathique ou il ne pense pas qu'il l'est. Ici, nous avons des gens qui sont convaincus d'être des amis du genre humain, alors qu'ils répandent les pires clichés antisémites de l'histoire. Et c'est quand même ça qui est redoutable. C'est-à-dire que l'adversité à laquelle nous sommes confrontés ici est une adversité qui parfois, surtout dans ses rangs militants, ne se connaît pas elle-même. Oh, il y a des cyniques, il y a des salauds qui sont carrément antisémites et qui jouent sur toutes les cordes, bien sûr. Mais il y a des gens de bonne foi. Il y a des gens de bonne foi qui sont sincèrement convaincus d'être les amis du genre humain et qu'en établissant une différence entre antisionisme et antisémitisme, ils vont échapper au jugement de valeur. Et d'ailleurs, ce sont les mêmes qui se prétendent être des humanistes, qui font de l'antisionisme et qui, de facto, l'antisémitisme, c'est un anti-humanisme aujourd'hui. Oh, très bien. Voilà, c'est ça. Oh, très bien. Antisémitisme à visage humain. Parfait. Qu'est-ce que dire d'autre? Non mais l'autre jour, je lisais à l'un de mes fils Tartarin de Tarascon. Avez-vous lu récemment Tartarin de Tarascon? On a tous lu Tartarin de Tarascon. On adore Tartarin de Tarascon. C'est fantastique, c'est merveilleusement écrit. C'est la version française de Don Quichotte. C'est génial. C'est génial. Sauf que, y a un moment où Tartarin, il va au casino. Et là, il se met à jouer au casino, et puis là, au casino, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une famille de juifs, avec leur nez bien crochu. Et les juifs, qu'est-ce qu'ils font avec... Le vieux patriarche se lève pour aller poser son doureau, et là, les juifs regardent la pièce en or comme s'ils l'attiraient vers la case opportune. Et puis juste après, Tartarin reprend ses trucs. Et en fait, vous avez un passage d'un antisémitisme hallucinant, hallucinant. Mais d'une certaine manière, quand on lit ça, moi, quand j'ai lu ça, j'étais rassuré. J'étais rassuré parce que je me disais, ça existe encore, un antisémitisme qui se vit comme un antisémitisme, qui se connaît comme tel, qui se... Voilà. Là, au moins, alors évidemment, Tartarin de Tarascon, il n'y a pas de cancel culture, il faut accepter ce passage, il faut le lire, il faut l'expliquer, il ne s'agit pas de l'effacer. En revanche, j'attire votre attention sur le fait que l'antisémitisme, à visage humain auquel nous sommes confrontés, est un antisémitisme qui, pour une large part aujourd'hui, ne se connaît pas. Et j'ajouterais quelque chose, c'est que Alphonse Daudet, moins que son fils, était antisémite, moins que Léon, mais Alphonse Daudet écrit vers la fin du 19e siècle, Tartarin de Tarascon. La Shoah n'a pas eu lieu. Je veux dire qu'il y a désormais quand même deux sortes d'antisémitisme. C'est-à-dire que l'antisémitisme d'avant et l'antisémitisme d'après. Il y a un antisémitisme qui sait que la Shoah a eu lieu et qui continue à être antisémite.
ce n'est pas le même, c'est bien plus grave encore. C'est bien plus grave que tout. Cet antisémitisme d'après 1945 doit être combattu comme un... Parce que les gens n'ont pas d'excuses, ils n'ont aucune excuse. Ça n'est plus le même. C'est un antisémitisme qui s'arrange avec la mémoire de la Shoah, ou qui peut-être même soit la nie, soit s'en réjouit. Il y a quelque chose de terrifiant dans l'antisémitisme d'après la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a quelque chose de... Il faut qu'on travaille là-dessus et qu'on gagne. Et c'est urgent parce que ça va vite. Il y a quelque chose qui va trop vite là en ce moment. On a l'impression que les grands événements qui frappent les démocraties occidentales, le 11 septembre, etc., loin de rendre prudent, loin de rendre intelligent les gens qui en sont, les démocraties qui en sont victimes, on a l'impression qu'au contraire, ça a aggravé la situation intellectuelle. À chaque fois, on a vu quelque chose qui... Le maximum de cela, le plus caricatural de cela, c'est après le 7 octobre. Après le 7 octobre, on attend un mouvement de compassion et de solidarité. Alors, pas du tout. 3 jours après, dans le monde, ils n'en parlaient plus. Ils ne parlaient plus des victimes. Ils parlaient que d'Israël qui bombardait Gaza. C'est le journal Le Monde. Je ne sais pas s'il y a qu'un journaliste du Monde ici ce soir. Mais en attendant, ils ont fait un travail de recouvrir de sable le massacre du 7 octobre, pour ne parler que des bombardements de Gaza, qui est quand même hallucinant. Il y a une absence d'attention au sort des otages. Mais alors, moi, je lis Le Monde tous les jours, hein, vraiment. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème médiatique. Le Monde est prescripteur. Je pense qu'un des grands problèmes des sociétés démocratiques, c'est quand un journal est un journal de référence et qui vire mal, ce qui est le cas du Monde. Et ce qui est le cas d'ailleurs du New York Times, d'une certaine façon, il n'est pas le seul. Que le Monde existe, ça répond aussi à la question de la liberté d'expression, avec sa technicité, avec ses 600 journalistes, etc. Très bien, moi je n'ai rien contre le fait que le Monde existe. Je suis horrifié par le fait que ce soit le journal de référence. Horrifié. Horrifié parce qu'il dicte, il donne un là, vous savez, c'est comme un chef d'orchestre aux autres rédactions, dans le service public, dans le groupe évidemment Le Monde, etc. Ça donne un là, ça dit comment penser. Et un des grands coupables des malheurs dont nous parlons aujourd'hui, contre lesquels il faut se battre, c'est le journal Le Monde. Je pense qu'il est très coupable. Je voulais dire aussi autre chose qui est très important, pour en revenir aussi à ce que disait Pascal tout à l'heure sur la pensée victimaire, c'est que si on veut gagner dans nos bagarres, dans nos luttes, si on veut, il ne faut pas ressembler à nos ennemis, il ne faut pas se plaindre, il ne faut pas geindre. On a intérêt à exprimer en nous une joie de vivre, et y compris une joie de résister à leurs conneries. On ne doit pas être affligé par leurs conneries, parce que finalement, vous voyez ce que je veux dire, on doit se dire, ah, là il y a du boulot, on va bien se marrer, quoi. On va bien les taper, quoi. La meilleure image qu'on puisse donner de ce que tu dis là, c'est Obélix face aux légions romaines. Laissez-les-moi, laissez-les-moi. Il faut y aller avec gourmandise. Il faut y aller. Et il ne faut pas avoir peur de cacher le plaisir que l'on a à se battre et à gagner de temps en temps quand on gagne. Il faut vraiment qu'on respire autre chose que cette atmosphère saturée de tristesse débile que de nos adversaires. Merci beaucoup à tous les deux. Est-ce que vous voulez conclure peut-être en une phrase ce débat sur la liberté de conscience ? Je trouve ça trop bien, je lui laisse le mot de la fin. C'est bon. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Merci à tous.